Bon après-midi, chers collègues, chers amis. C'est un réel plaisir d'être encore une fois à Casablanca pour participer à ce quatrième rendez-vous de l'assurance. Je tiens premièrement à féliciter la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance pour le succès croissant de cette rencontre professionnelle. Et je voudrais aussi remercier sincèrement les organisateurs, Messieurs Ben Salah, Badou Sarbedine, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me proposant de présider ce panel dont le thème est le digital, écrit bien, qui est celui de réinventer l'expérience client à l'heure du digital. Alors, ce thème constitue une partie importante de nos préoccupations actuelles sur la digitalisation de notre vie professionnelle, je dirais même de notre vie tout court. La démonstration nous a été faite ce matin. Nous avons vu la concurrence entre Bachir et un robot. Et je parie bien que dans plusieurs années à venir, Bachir pourra s'asseoir là et laisser le robot nous diriger nos cérémonies. Alors, qu'en est-il de la concurrence à laquelle nous faisons aujourd'hui face en tant qu'assureurs et réassureurs? Dans ma société Africaré, c'est une société de réassurance vie et non-vie, nous avons remarqué que les charges opérationnelles liées aux nouvelles technologies et à la communication ont augmenté de plus de 12% chaque année pendant les 3 dernières années, alors que les charges liées au personnel sont en presque stagnation en dollars. Ceci veut dire beaucoup de choses. C'est dire la grande place qu'occupe la digitalisation et l'informatique dans nos sociétés. Et cette transformation rapide est souvent difficile à maîtriser, comporte des charges financières, des risques, des ratés, mais surtout des opportunités de croissance, des possibilités de mieux faire, des occasions historiques de mieux protéger, ce qui est le cœur de notre métier. Permettez-moi de vous présenter les éminents intervenants de ce panel. Je commence par ma gauche, à l'extrême gauche, M. Xavier Larnaudi Eiffel. Il nous vient directement du Brésil, Sao Paulo, Rio. Sao Paulo et Brasilia. Sao Paulo et Brasilia. Alors, il est directeur général adjoint de CNP Assurance, qui est un grand assureur, surtout actif en assurance des personnes en France. Alors, à ma gauche, le suivant, c'est Ricardo Arias, directeur général de l'Association des sociétés d'assurance mexicaines, qui nous vient directement de Mexico. Et enfin, à ma droite, M. Jad Harris, qui est CEO de AXA Moyen-Orient et région africaine, qui nous vient de Dubaï. Je voudrais, au nom de vous tous, féliciter Ricardo, Jad et Xavier pour leurs efforts dans la préparation de leurs présentations qui sont très bien faites, bien documentées et surtout très instructives. Ils vont nous présenter leurs expériences uniques, actuelles, développées dans tous les coins du monde. Donc vous l'avez donc bien compris depuis ce matin que la digitalisation etc. De l'économie sont en arrière. Ils sont les moins bien préparés d'après tous les sondages que nous avons lus ces dernières années. Alors, un appel nous est donc lancé
comme le disait quelqu'un, à oublier sélectivement notre passé, à optimiser notre présent et à transformer le futur de nos sociétés. Arrêtons de penser aux limitations, mais plutôt pensons aux possibilités et opportunités du digital dans nos métiers. C'est ce que vont démontrer les trois intervenants qui ont de très très belles expériences à partager avec nous. Alors, sans tarder, je passe la parole à Xavier. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Corneille. C'est un challenge quand on a la chance d'être directeur général adjoint d'un groupe d'assurance qui a plus de 160 ans, qui est à majorité du capital public, qui n'est coté en bourse que depuis 1998 et qui ne s'est développé en dehors de l'hexagone français que depuis une quinzaine d'années, que de répondre à l'invitation lancée à l'instant par Corneille, qui est d'essayer de dire pourquoi une révolution comme celle du digital devrait être une bonne nouvelle et inciter un groupe un peu traditionnel, on va le dire comme ça, à de l'optimisme. Il a pourtant raison, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, pas forcément de vous démontrer. Je vais le faire brièvement, aussi brièvement que possible, car malheureusement les horaires des compagnies aériennes vont m'obliger à vous quitter, sans doute avant même qu'on ait fini les questions, j'en suis vraiment désolé, mais on voulait quand même vous partager ce qui a été pour nous une expérience qui est en train de devenir une expérience assez originale, encore une fois, compte tenu de notre culture. Alors, nous sommes français, nous sommes européens aussi chez CNP, et nous avons le privilège depuis maintenant 15-16 ans d'être partenaires en entreprise conjointe de la 3e banque publique brésilienne, qui est la Caixa Econômica Federal, ce qui nous donnait déjà sur les marchés latino-américains une certaine présence. C'est ce qui nous a permis de nous lancer dans l'aventure dont vous voyez qu'elle porte un nom original, qui est une marque que nous avons choisie après l'avoir étudiée avec beaucoup de clients, qui est l'aventure de Use, ou Yuzi en brésilien, qui est notre compagnie 100% digitale d'assurance. Alors, l'idée a été la suivante. Comme tout le monde, on est en train d'essayer d'adapter tous nos process, tous nos produits, tous nos métiers, etc. Mais on a essayé de raisonner depuis un autre lieu, et en se disant, après tout, les compagnies d'assurance, elles doivent être aussi agiles que l'ont été les géants de l'Internet quand ils ont commencé à développer leurs propres activités à partir d'un mode nouveau de relation avec leurs clients que leur offrait cette technologie également nouvelle. Et donc, il ne suffit pas de dire on va digitaliser la compagnie d'assurance, parce que là, sur ce nouveau terrain, on va avoir affaire à une concurrence mieux armée que la nôtre. Au contraire, on va se dire il faut être un Google de l'assurance et donc partir d'un concept totalement digital. Alors, si on a pu développer cette expérience au Brésil, c'est parce que les conditions locales du marché s'y prêtaient assez bien. La maturité digitale du Brésil, qui est un pays de plus de 200 millions d'habitants, est tout à fait comparable à celle d'un État européen aujourd'hui. Vous voyez que 54% des Brésiliens sont équipés d'Internet, même si la couverture n'est pas encore parfaite. Près de la moitié sont inscrits dans des réseaux sociaux et près de 40% pratiquent déjà le commerce électronique. C'était donc des conditions d'équipement de la population assez favorables. Si on rajoute à cela le fait que le marché brésilien de l'assurance est en plein développement depuis maintenant 15 ans, mais n'a pas encore un degré de pénétration par rapport au PIB comparable à celui soit de l'Amérique du Nord, soit de l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel important de croissance, d'autant plus que au Brésil, le marché est structuré par le courtage. Il faut obligatoirement passer par un courtier pour pouvoir passer des contrats quels qu'ils soient. Alors, on pouvait faire deux choses. Soit on pouvait dire on est le 5e assureur brésilien, ce qui est le cas aujourd'hui avec notre filiale Caixa Seguradora. Notre production est en croissance. Enfin, sur les 10 dernières années, on a multiplié à peu près tous nos indicateurs par 10. Et notre part de marché commence à être significative. Pourquoi on n'utilise pas cette force de frappe et cette clientèle existante? Ben non, on s'est dit, si nous restons dans le modèle classique, alors nous n'arriverons pas à nous défaire de nos anticorps
de ce que notre expérience, de ce que sont nos certitudes qui vont nous empêcher de repenser le modèle. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu arrêter d'être un marché traditionnel, digitalisation progressive, et au contraire, un entrant tout à fait nouveau pour transformer le marché. Nous étions plutôt axés sur nos produits, nous sommes centrés sur nos clients. Nous avions quand même dans nous-mêmes l'idée que les assurances se ressemblent et que même d'un acteur à l'autre, on peut trouver les mêmes produits. Nous voulons que le client, désormais, se dise « Ah ben ça, c'est l'assurance que je veux ». Et là où nous cherchions toujours à mettre un équipement de plus en plus fort en produits d'assurance et à minimiser les charges de service pour des raisons d'économie, nous disons, certes, il faut multiplier l'équipement en produits, mais justement, chaque nouveau produit devrait générer encore plus de services. Au total, passer d'un contrat qu'on ne veut pas utiliser, peut-être parce qu'il est obligatoire, à un contrat qu'on va rechercher, qu'on va venir acheter, parce qu'on sait qu'on va l'utiliser. Et donc, nous sommes mis, comme point de départ, on s'est dit, il faut qu'on trouve l'initiative qui va simplifier la vie de nos clients. Alors pour ça, comment il faut faire? Il faut partir de l'idée que chaque client est différent et que par conséquent, les produits et toute l'activité assurance, elle va être modulable au client près. Ce qui est très très exigeant dans un monde sévèrement réglementé, même si on prend des produits plutôt basiques. Donc on arrête de penser produit, on pense client. Et voilà. Pour arriver à penser client et être centré, eh bien, il faut adapter une organisation qui n'a plus rien à voir avec la structure ancienne. Et donc, mais ça a été dur, parce que c'était des renoncements de la part de beaucoup d'équipes. Mais on a créé, alors on s'est inspiré du modèle d'organisation de Spotify, qui est la start-up que vous connaissez dans le domaine de l'accès à la musique, pour avoir une organisation qui est matricielle, sans être technique, mais qui est surtout 100% agile, qui est organisée en escadrons, en squads, qui chacun sont autour d'un produit, une mini-entreprise, une mini-start-up, qui est complètement autogérée, qui rassemble l'ensemble des compétences nécessaires sur un produit donné. Et donc, on est organisé, vous voyez, il y a 4 types de produits. La vie, c'est le cœur, la maison, la voiture, et la voiture communautaire, j'y reviendrai. Chacune de ces lignes de produits est dirigée par un squad qui est responsable du début à la fin, de la conception à la tarification, au reporting financier, au service client et à la technologie mise en œuvre de tout ce qui se passe, sachant que chaque squad rassemble chacun des savoir-faire de l'entreprise, ce qu'on appelle des chapitres. Alors soit ce sont effectivement des spécialistes du digital, des gens qui avaient déjà eu des expériences de start-up qu'on a mélangées avec des agents et avec des collaborateurs de la compagnie d'assurance. Ce sont évidemment des spécialistes de technologie, des spécialistes de marketing, mais aussi des actuaires. On est dans des compagnies d'assurance, il nous faut toutes ces compétences-là. À l'arrivée, nous avons un produit déjà d'épargne, simple. Je ne reviens pas dessus, c'est un produit de capitalisation. Je dirais simplement qu'il est souscriptible totalement par mobile. Prenez votre smartphone et à peu près 5 minutes, vous avez un contrat d'assurance auprès de Use. On a un contrat de multirisque habitation et on a un contrat d'assurance auto. Il faut savoir qu'au Brésil, l'assurance auto n'est pas obligatoire. Et donc, il y a un potentiel de croissance du nombre de contrats tout à fait important. Et que les garanties, en revanche, sont des garanties relativement frustes, c'est-à-dire moins sophistiquées que dans un certain nombre d'autres marchés, ce qui permet là aussi de les adapter sans doute plus facilement à de la gestion et à de la vente par quelque chose d'entièrement digital. Alors, vous le voyez dans la petite animation, que vous prenez votre smartphone, vous allez voir défiler les diverses questions qui vont vous être posées et les divers menus qui vont vous être proposés pour souscrire. Alors notre dernier né est un produit qui s'appelle Use Friends, qui est un produit d'assurance auto collaboratif, c'est-à-dire que n'importe lequel de nos clients ou prospects peut fonder un groupe d'amis, de collègues, etc., qui va lui permettre de souscrire un contrat collectif dont nous allons, sur une période d'1 an, suivre la sinistralité. Et si le comportement collectif de ces conducteurs est meilleur à celui du panel de référence
sur lequel nous avions basé la tarification au départ, nous allons ristourner jusqu'à 50% de la prime payée par le groupe. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est complètement disruptif au Brésil, ce modèle, mais surtout, je voudrais insister là-dessus, par rapport à d'autres expériences, notamment de voitures équipées de matériel sophistiqué qui permettent d'appréhender la conduite individuelle du client, nous, on joue sur le collectif. C'est-à-dire que le groupe doit apprendre ensemble à mieux conduire et doit avoir cette vision d'intérêt collectif, d'intérêt un peu général. Et c'est ça qui va justifier l'avantage économique qu'il aura à la fin. Voilà, en quelques minutes, ce que je voulais vous expliquer. Et puis juste une petite démo pour conclure sur le processus de souscription lui-même. Merci. Alors, merci beaucoup, Xavier. Là, vous voyez, la tarification se fait en temps réel. Vous voyez passer devant vous le menu de chacune des garanties. Et donc, dans le même temps que se déroule cette petite vidéo, vous allez avoir les caractéristiques de votre contrat, son prix, et 5 minutes après, vous recevrez la clé de réception de la souscription du tarif. Merci beaucoup. Alors, merci. Je vous demande de l'applaudir. Voilà donc l'ubérisation de l'assurance, ça marche. Et use une compagnie d'assurance 100% digitale. J'ai discuté avec Xavier hier. Il y a une chose qu'il ne nous a pas dit, c'est qu'il a déjà fait face à plusieurs procès intentés par les intermédiaires et les assureurs et qu'il les a tous gagnés. On espère que ça va continuer, mais c'est vrai qu'on n'a pas échappé à ce qui est arrivé à d'autres acteurs du net. Quand on introduit une disruption, on peut gêner des positions acquises, il faut le savoir. Ça fait partie du jeu de la concurrence. Merci, Corneille. Merci beaucoup. Alors, l'intervenant suivant est Ricardo Arias. Comme je vous l'ai présenté, il est directeur général de l'Association des sociétés d'assurance au Mexique. Il a eu aussi une belle présentation dont je vous demande de suivre avec attention. Merci. Sí. Je voudrais féliciter Mohamed Hassan Ben Salah et Bachir Badou pour la excellente organisation de cet rendez-vous, quatrième rendez-vous. Merci pour votre invitation pour attendre cet rendez-vous. Okay, we will start with my presentation. It is a little bit long, and I know that we don't have enough time to do it, but then I will be a little bit rapid with this. We will talk with regard of innovation concepts, macro trends, challenges for the insurance business, innovation in insurance. We will do a hackathon. I will explain what is this in May and our conclusions. As we can see now in the future, it is very difficult to conceive our life without technology. The information and communication technologies are the backbone on which all the operations of a public and private organization are held nowadays. There is a 10 most innovative companies table that has been changing every year. And I showed you the last ones. And if you want to see, it's 5 years ago when I addressed a conference with regard of innovation, only there were 2 of these companies in this list. Then we can see how challenging is being
the innovation process in the economic community and in the entrepreneurial community. We have very interesting new technologies that are coming to our lives and are dominating our lives in a very important mode. We have the Internet of Things, the robotics, as we saw this morning. We have a cousin of our colleague this morning. We have the cyber risk, telematics, the food that has been developed throughout genomics, the automotive vehicles that maybe will change in a very important manner the insurance of cars. The third-party liability in certain moment will be very expensive for these new technologies, but when those work very well, will be canceled, and maybe we will have other kind of auto insurance that maybe can be a product liability. We have the blockchains, technologies, the drones, the cognitive systems. And I want to talk a little bit with regard of genomics, because we has not been talking with this regard. And this is one of the things that will change in a very, very important manner the way we do medicine in the world. The new treatments will be dominated by genomics. And then we have very important discussions in how to use the genomics in the future. We have several types of innovation, and I want to do this explanation because it is important to have an overview. Can be the routine evolutionary innovation, but can be the architectural, the disruptive, and the radical innovation. You can see there, and I will leave my presentation because we don't have enough time, but it is different depending on if it requires a new business model or if they take only advantage of the existing models, and in which way they leverage existing technical capabilities or it requires new technological capabilities. Now we will talk about the micro trends. And we have 6 trends, 6 tendencies which define the business world. Companies that should compete in the data science, the intelligent mobility that will change the way people interact, the technology that blurs borders, cloud computing finally takes off because it took so much years to do that. The power of individuals will stimulate innovation, and the government's roles in innovation. This is a very important issue, and we will talk about that at the end of this presentation. The strategies should be consumer-oriented. As we saw in the last example, we have to ask ourselves which is our strategy in the digital world, not to ask us which is your digital strategy, because we are highly involved in the digital world. Then our strategy will be embedded in the digital world. We have some InsurTech innovative examples. I will talk with this regard later, but we have the awareness innovation startups, the choice startups that are comparing the different alternatives that we have, and maybe we can receive some advice from these choice alternatives. We have other alternatives to purchase our products and the alternatives to use the products. In this case, the very important point is that we are receiving a consumer experience. It is not only the acquisition of a product, and that we, in the case of an insurance policy, we have to wait if we have a claim, and if we don't have a claim, we don't know nothing with regard of our insurance companies. In this case, we have to be in touch and giving enhances to our product and to have several additional services to our customers, to our consumers, in order to be in touch with them and providing them with a consumer experience, with a consumer journey. One important thing that we have to talk, because
In all of these conferences, we are talking about the same things with several points of view, but I want to have a little bit analysis with the millennials. The millennials, as you know, nowadays represents 25% of the world's population. And in among the age of groups that has been born between 1976 to 2004. This generation will dominate the economy in the next years, and then we have to be prepared, and they are now, so many of them are now in the economic business, in the economic real business. Then we have to be prepared to deal with them and to provide them the appropriate products, and of course, the way in which they want to acquire those products. They avoid face-to-face communication. They want personalized and customer benefits. They are immune to marketing. They prefer to search by themselves. They are result-oriented, and they are not purchasing products or services, but gaining an experience, as I was talking before. Those are some examples of the startups in America. Those are general startups in the different countries of America. We have two different analyses. And now we will talk with regard of the challenges that we are facing. The economy of services, as you can see, our actual economy is an economy that is going more for the third for this third sector of the economy. Is something that a very important president has to know. We are not more in industrial economies. The economies that will dominate the world are the service and the IT economies. The technological changes that represents a very important challenge for the designing of products to respond to technological innovations. We have so many undetected insurance needs, and then all the startups and the insurtechs has to attend and has to go and has to be oriented to the new trends. We have a very important challenge with health, with the survival ages that we have now, the cyber risk, the disaster continuity plans, the climate change, and some mobility risks that we have. And we have to answer the challenges with regard of the genome, answers with appropriate products, and we have to deal and define the ethical issues that are very important in this case. One very important challenge, as I said, is with regard of the health system. You can see an illustration of the Elysium movie. And as you can see, in all the countries, we are facing a very important challenge with regard of health systems and the role that the insurance has to play in these different health systems. And I can say that all of our health systems are not prepared for the next challenges that we are facing. Then we have to be very innovative and create the proper health systems in order to avoid that this future that Elysium presented can be converted in a reality. With regard of Genoma, I can tell you that, for example, my association did an agreement with the Mexican Institute of Genomics, and then we are having tests of our clients that requires those kind of medicines that cost around $5,000 per month. And then we are testing if those persons are suited for those medicines, because in some instances, because of their genomics of these people
cannot be proper for those kind of persons. In the case of Mexico, we are Indo-Americans, and all of those medicines has been prepared for people from Europe and United States. In the case of the innovation in insurance, I can tell you that the insurance sector will be transformed in the next 7 years as never has been before. Then this is a huge challenge for all of us that are working in this very interesting sector. And the level of impact of each strand in the strategy and vision of the business will be as it is shown there. It comes from a study that Gartner prepared for us and was presented last year in our seminar, which is very similar to this one. And analytics is the huge challenge, the digitalization, the adoption of mobile technology customers, and the need to innovate products. As has been said this morning and before my presentation, we have to be now client-oriented, and all of the company has to be moving around him. The organization, the product design, all the operations, and the people has to be working around the client. And our innovation challenges are with regard of personalized internet, the result of the oriented economy, the revolution of platforms, the smart company, and the reinvented workforce. The digital transformation has to change all the processes in the insurance companies, and all the marketing has to be changed, and of course all the distribution channels has to be and has to evolve, as we said. Another very important thing is that if we has to be customer-oriented, we have to change the idea that we have with regard of the clients, offering them so many products and asking them to buy all of them. We have now to ask which are the preferences and the risk aversion of the customers, how much is their budget, and then prepare an offer suitable for those customers. As has been said, we have to be customer-centric to assess in loss prevention, to influence reality, and we have to have a new regulation oriented to that. All the products now has to be offered to the customers depending on the lifestyle. And how can we know what are the needs and the requirements from our customers throughout the analytics, throughout the digital science? Then for any event of life, we have to prepare products for our customers. Our big changes in insurance should be the asymmetric information. Many products can disappear as car insurance. The urgency to develop new products. Who ensures trans frontiers? Because with the regulation, and we are renegotiation after, for example, with Mexico, Canada, and USA. And our biggest challenge is now the cross-border offering of services throughout internet and throughout the digital platforms. The digital transformation in insurance requires new distribution channels, services, data sources, products, and claims management approaches. And the big challenge, of course, is to evolve to omni-channel. And the omni-channel demands and means that we have to work to make work all the channels together and to interact between all the channels, and that the customer will be able to interact with the company throughout the various channels that we can offer to them. We have some disruptive models.
This is one example of Mexico in which you can choose the specific coverages that you can have. This is from BBVA, is another example. And the most important challenge that we are facing now are the InsurTech. The insurance technology is an industry that consists of companies that use technology to reformulate the services of insurance institutions. And the areas where we have the biggest impact from fintech are those. I will not take so much time. And these are the variety of services and channels throughout InsurTech is dealing and communicating with the customers. We have here the big deals that we are having for seed capital for startups that are creating InsurTech new initiatives. And this seed capital in majority is coming from North America and is being invested in North America, this in second part in Europe and in Asia. Those are the different companies that are investing, and we have one of the very important examples as AXA Strategic Ventures. Maybe you will talk us with this regard. And those are the diversified players filling the InsurTech space and the different areas of in which they are working. We have two kinds of InsurTech distributors. One are the ones that are the startups that are creating new distribution channels, new ways to interact with the customers and providing enhancing of our products. But we have a big risk, which are the InsurTech carriers. Those InsurTech carriers can be the Uber of the insurance business. Then we have to ask our authorities with regard of that all the InsurTechs has to be controlled and regulated with the same rules that the normal insurance companies have. As the Financial Stability Board has been defined, it should be the same rules for the same activities. We, in GIFIA, recently answered a survey that has presented by the OECD with regard of that. And Dirk Enthorn and the committee, which is working with that, said that the same thing. All the insurance activities has to be regulated in capital, in protection of the consumer, and technical reserves creation in the same way of a traditional company. We in Mexico has a Mexican FinTech project bill that we expect that has to be issued by the end of the year. And of course, it has a chapter with regard of InsurTechs and recognizes what I was saying recently. In May, we will have a hackathon. A hackathon is a champ in which we invite start-uppers. We will have 200 start-uppers working for us, and then they will deal with these challenges in order to prepare some initiatives, some proposals for our industry. And in the case of some of those proposals that will be selected throughout Shark Tank, will receive the funds to be developed, the seed capital that has to be required. Only I want to finish with a reflection that has been addressed last year by Klaus Schwab, the president and founder of the World Economic Forum. And he said something that is very important and maybe is the most important idea that I want to leave you. And he said, neither the technology nor the disruption associated with it is an exogenous force over which humans have no control.
We are all responsible for guiding its evolution in the decisions we make every day as citizens, consumers, and investors. We must seize the opportunity and power we have to shape the fourth industrial revolution and direct it towards a future that reflects our goals and values. In the end, everything is reduced to people and values. We need to shape a future that works for all by putting people first and empowering them. In its most pessimistic and deshumanized form, the fourth industrial revolution has the power to robotize humanity and deprive it of its soul and heart. But as a complement to the best part of human nature, creativity, empathy, and manageability, it can lift humanity toward a new collective moral consciousness based on shared sense of our destiny. Many thanks. Merci de l'applaudir. Thank you very much, Ricardo, for your presentation, which is very complete. Voilà donc la robotisation de l'assurance et la distribution de l'assurance qui en marche. J'ai bien dit la disruption et non la distribution. Il paraît que ce mot est déjà adopté dans la langue française, comme nous adoptons beaucoup d'autres, l'ubérisation, la disruption, disruption. Alors sans tarder, je passe la parole à Jad, qui est le CEO d'AXA pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et il est basé essentiellement à Dubaï. Il va partager avec nous la digitalisation de l'assurance dans AXA, une des plus grands investisseurs dans le domaine de InsurTech, comme nous l'avons appris ce matin. À toi la parole, Jad. Merci Corneille. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui à ce rendez-vous important de l'assurance à Casablanca, à la fois au Maroc et sur le continent africain. Alors je vais vous parler effectivement de la manière dont, au sein du groupe AXA, nous envisageons la révolution digitale, car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'une révolution. Et lorsqu'on essaye de réfléchir à l'impact de cette révolution sur nos métiers, nous essayons de l'appréhender sous trois angles. Le premier angle, c'est celui de la distribution. Le deuxième, c'est celui du service. Et le troisième, c'est celui du cœur du métier d'assurance, qui est la technique. Distribution, service, technique. Si je les cite dans cet ordre-là, ce n'est pas par hasard. C'est pour deux raisons. C'est à la fois parce que c'est l'ordre dans lequel nous avons pris conscience de l'impact et de l'importance de la révolution digitale. On a d'abord pris conscience que ça révolutionnait la distribution. On a ensuite pris conscience que ça révolutionnait, au-delà de la distribution, le service au client, l'expérience du client. Et enfin, on a pris conscience que ça bouleversait les fondamentaux du métier d'assurance, c'est-à-dire la souscription, la tarification. La deuxième raison pour laquelle je les présente dans cet ordre-là, c'est que non seulement c'est l'ordre dans lequel nous avons pris conscience de l'importance de la révolution digitale, c'est aussi que nous avons pris conscience que c'était d'une importance croissante. C'est important pour la distribution, c'est encore plus important pour le service, et c'est fondamental pour le cœur du métier d'assurance, la souscription, la tarification, j'ajouterai également la gestion des sinistres. Alors, la distribution. Partout dans le monde, le digital s'impose comme le canal incontournable de vente et d'interaction avec les clients. Alors, ça n'est pas vrai que de l'assurance, c'est vrai dans tous les domaines. Ça a d'ailleurs commencé ailleurs que dans l'assurance. Ça a commencé avec l'achat de livres avec Amazon, ça a commencé avec des biens de grande consommation, et puis ça a traversé le monde des produits physiques pour aller vers le monde des services. Bien entendu, les pays émergents n'échappent pas à la règle. Vous voyez là, à titre illustratif, le montant, l'explosion des ventes de détail en ligne au Moyen-Orient et en Afrique au cours des 5 dernières années. Et bien entendu, c'est vrai aussi dans le secteur des services financiers et de l'assurance. À titre illustratif, aujourd'hui en France, 2 personnes sur 3 qui cherchent à acheter un produit d'assurance démarrent leur recherche sur Internet, démarrent leur recherche à travers l'outil digital. C'est-à-dire qu'ils vont taper assurance automobile, achat d'assurance automobile, ils vont essayer d'avoir des informations sur les offres des différents assureurs, sur les garanties, sur les produits, etc. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire l'acte d'achat jusqu'au bout sur Internet ? Non.
D'ailleurs, la majorité d'entre eux, après avoir commencé leur recherche sur Internet, vont ensuite chercher à se tourner vers un point de vente physique, vers un agent général, vers un courtier, vers un bureau de mutuelle. Mais c'est là que ça démarre. Et ça veut dire, ça a des implications très concrètes pour les assureurs. C'est que si nous ne sommes pas, chacune et chacun d'entre nous, assureurs dans la salle, présents sur le net à ce moment-là, au moment où le client ou le prospect tape achat d'assurance automobile, déjà on s'est coupé de 2 tiers du marché, puisqu'il y en a 2 tiers qui démarrent là. Donc ça, je crois que c'est très important. J'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que la distribution démarre sur Internet qu'elle va se faire intégralement sur Internet. Je le disais, la proportion de clients qui vont jusqu'au bout et qui achètent et qui payent leur assurance sur Internet est très faible. Les acteurs directs sont encore marginaux sur nos différents marchés, que ce soit les marchés mûrs ou les marchés émergents. Et ça a aussi un message c'est aussi un message pour les distributeurs d'assurance, pour les conseillers d'assurance. Je crois qu'il y a dans la salle des agents généraux et des courtiers. Il y a au Maroc 1600 agents et courtiers, intermédiaires d'assurance, 3/4 d'agents, 1/4 de courtiers. Ça veut dire que le cœur du métier de votre métier, vous qui êtes intermédiaire d'assurance dans la salle, le conseil va rester là. Le client qui commence sa recherche et qui ensuite va chez un agent ou chez un courtier a besoin d'être conseillé. Et les produits d'assurance, contrairement à ce que parfois on voudrait nous faire croire, ne sont pas des produits de commodité. On parle de choses sérieuses, on parle d'accidents, on parle de santé, on parle de vie et de mort, on parle dans certains cas d'épargne et de retraite. Et donc la dimension de conseil restera, c'est une de nos convictions essentielles dans ce métier de la distribution d'assurance. Pour autant, le digital bouleverse la donne, en tout cas en ce qui concerne le premier contact du prospect ou du client avec le monde de l'assurance. Voilà ce que je voulais vous dire sur le secteur de la distribution, sur le domaine de la distribution et de la révolution digitale par rapport à la distribution. Alors après la distribution, il y a toute l'expérience du service au client, ce qu'on appelle l'expérience client. Et c'est vrai que la révolution digitale bouleverse les attentes, c'est-à-dire que le niveau des attentes des clients augmente parce qu'ils sont habitués à avoir le service qu'ils ont, par exemple sur Amazon, par exemple sur Google, par exemple sur tous les distributeurs de produits physiques, et donc une exigence d'immédiateté, une exigence de simplicité, et ça nous force, à nous, assureurs, à repenser, c'est vrai, cette expérience client. Alors ça nous pense à repenser la chose de 2 manières. Ça nous pense d'abord à repenser nos offres. Car sur le net, il faut être très simple. Il faut avoir, là où on vient d'un monde dans lequel il y avait des produits standardisés avec un faible niveau de personnalisation, eh bien aujourd'hui on est capable de présenter de manière simple aux clients beaucoup de modules. Nous avons notre filiale au Nigeria, on parle des pays émergents, qui s'appelle AXA Mansard, qui vient de lancer sa nouvelle offre auto sur le net qui s'appelle Autoflex. Je vous engage à aller sur leur site. C'est extrêmement ludique, c'est extrêmement modulaire et on a vraiment l'impression d'un jeu de cubes, proche de celui qui nous a été présenté par Xavier tout à l'heure. Mais je crois que c'est aussi ça, la révolution de l'expérience client, c'est repenser les offres pour à la fois être plus simple pour le client et en même temps qu'on est plus simple, on lui donne plus de choix, plus d'options, plus de modules de garantie, la possibilité de construire son offre comme un jeu de cubes. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut changer, qu'il faut repenser à la lumière du digital. La deuxième chose qu'il faut repenser, c'est le cœur du service lui-même, c'est-à-dire la manière dont on interagit avec le client. Alors, si je prends un exemple simple, aujourd'hui, dans beaucoup de nos opérations, chez beaucoup d'assureurs, faire quelque chose de simple comme changer son adresse. Vous voyez, on a souscrit une assurance auto, on vivait quelque part, puis on a déménagé, on vit ailleurs, on veut changer son adresse. Eh bien, autrefois, quand je dis autrefois, c'est jusqu'à aujourd'hui, alors soit on est courageux et on prend sa plume et on écrit une lettre ou on fait un mail pour dire « je vous informe qu'à compter de telle date, mon adresse est celle-ci ». Ce mail est envoyé à l'intermédiaire naturel, l'agent d'assurance ou le courtier, qui, dans le meilleur des cas, a la possibilité de faire le changement lui-même sur le système de la compagnie, sinon doit lui-même transférer cela à la compagnie sous une forme ou sous une autre. Mais on voit bien que tout ceci est en train d'être radicalement changé et que maintenant,
le client va être capable ou est capable, suivant le degré de maturité des compagnies, de faire son changement d'adresse online directement, sans aucune intervention physique. Alors ça a deux vertus. Ça a la première vertu de rendre les choses plus faciles pour le client, donc de simplifier la vie du client. Ça a aussi une deuxième vertu, c'est que ça réduit les coûts, parce que plus on diminue les intermédiaires, moins on a de coûts de gestion, de coûts administratifs. Ça libère du temps chez le distributeur, chez l'agent, chez le courtier, pour plus de temps commercial, et ça réduit le niveau de frais généraux de la compagnie. Alors il y a un secteur qui a fait ça remarquablement, transférer la charge administrative vers le client, tout en améliorant l'expérience client, c'est le secteur des compagnies aériennes. Aujourd'hui, on imprime soi-même chez soi sa carte d'embarquement. Ça permet d'éviter d'avoir à faire la queue quand on arrive à l'aéroport et en même temps, ça améliore la situation de coût de la compagnie aérienne. Donc, il y a toute cette révolution du service qui est extrêmement importante et qui nous oblige à repenser fondamentalement la manière dont le voyage du client à travers le monde de l'assurance a lieu. Ce que je veux dire aussi, c'est que ça a une implication très importante sur la manière dont nous, professionnels de l'assurance, nous recrutons et nous formons nos collaboratrices et nos collaborateurs. Parce qu'on voit bien que dans un monde linéaire, dans un monde dans lequel il y avait le client d'un côté, la compagnie d'assurance de l'autre, et au milieu un intermédiaire, quelle que soit sa forme, le métier des femmes et des hommes de la compagnie d'assurance, c'était de parler en priorité à des professionnels de l'assurance qui sont les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance. Et donc, ça voulait dire qu'on était un peu entre nous. On parlait le même langage, le même jargon du secteur de l'assurance. Aujourd'hui, avec le client qui appelle directement la compagnie d'assurance, sur des plateformes téléphoniques, ça veut dire que le collaborateur de la compagnie d'assurance doit avoir un savoir-faire qui est de parler au tout public, de ne pas jargonner, de ne pas utiliser des acronymes qui sont connus seulement des professionnels de l'assurance. Et donc, ça oblige à repenser la formation des hommes et des femmes qui travaillent dans les compagnies d'assurance pour les rendre plus attentifs, pour leur demander d'être plus simples dans leur expression, développer en un mot leur savoir-faire de relation client. Et ça, pour avoir été le DRH d'une des filiales d'AXA dans le monde, je peux vous dire que c'est un changement extrêmement lourd, extrêmement puissant et qui ne se passe pas en 3 ans ou 5 ans. C'est vraiment un voyage de plusieurs années pour accompagner les savoir-faire des collaboratrices et des collaborateurs des compagnies d'assurance à interagir directement avec des clients finaux, avec des prospects et pas seulement avec des professionnels de l'assurance que sont les agents ou les courtiers. Transformation de la distribution, transformation du service, transformation du cœur du métier de l'assurance qui est la technique. Alors là, on va parler de ce qu'on appelle le big data. Vous le savez, la révolution digitale va de pair avec une explosion de la quantité de données à laquelle nous tous les professionnels, ont accès. Parce que chaque fois que nous allons sur le net, nous laissons une trace sur le net de l'information à laquelle que nous avons recherchée, de la transaction que nous avons effectuée, des pages que nous avons consultées. Les réseaux sociaux donnent une foultitude d'informations sur chacune et chacun d'entre nous. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être capable d'appréhender le risque que l'on souscrit, d'affiner la tarification bien mieux que ce que l'on était capable de faire lorsque nous n'avions pas accès à toutes ces données. Je vous donne un exemple qui est plutôt dans le monde de l'assurance des professionnels. On trouve de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés, des commentaires sur les professionnels, des commentaires de clients sur un restaurant dans lequel ils sont allés, sur un hôtel dans lequel ils ont séjourné. Ça, pour un assureur, c'est une mine d'informations, car on sait que quand on assure un restaurant ou un hôtel, on l'assure non seulement en dommages, mais aussi en responsabilité civile. Et quel meilleur indicateur de la qualité du risque que l'on souscrit que de savoir ce que les clients pensent de l'entreprise que l'on assure, du professionnel que l'on assure, du restaurant ou de l'hôtel que l'on assure.
Et donc, on voit bien qu'il y a une masse d'informations considérable. Alors, on est au début de cette révolution parce que la quantité d'informations est tellement importante qu'il faut être capable d'extraire l'information pertinente, de l'analyser, de la manipuler et d'en tirer un enseignement sur la qualité du risque que l'on souscrit et sur le prix auquel on devrait le souscrire. Mais il y a là quelque chose de fondamental qui est en train de changer dans notre métier et on voit qu'on va passer d'un monde dans lequel, pour souscrire un risque, il faut arriver avec une liste de 10, 12 ou 15 questions, qu'on se dirige vers un monde dans lequel on va probablement poser moins de questions parce qu'on aura beaucoup plus d'informations sur le risque que l'on souscrit à l'extérieur de cette relation qu'on a directement avec le client. Les assureurs américains les plus sophistiqués en auto vous demandent 2 informations, votre nom et la voiture que vous voulez assurer, parce que ça, ils ne peuvent pas la deviner pour vous. Mais une fois qu'ils ont votre nom et la voiture que vous voulez assurer, ils ont tellement de données sur vous, parce qu'ils trouvent par ailleurs dans des bases de données sur les réseaux sociaux des tas d'informations sur vous, là où vous habitez, votre âge, etc. Et donc finalement, ils ont moins besoin de vous poser ces questions. Donc voilà la 3e révolution. Et alors cette révolution est amplifiée par ce qu'on appelle les objets connectés. Vous savez, ces boîtiers qu'on met dans des voitures, ces capteurs qu'on met dans des appartements, dans des maisons ou dans des usines pour mesurer l'humidité si on est en train de faire attention au risque d'inondation, etc. Et ces données sont en train d'exploser et elles vont rendre encore plus pertinent la souscription, la tarification que l'on est capable de faire à travers ces données. Alors évidemment, et ça a été mentionné dans la table ronde qui a eu lieu en fin de matinée aujourd'hui, cette explosion de données génère une responsabilité, car on se dit où est-ce que ça va s'arrêter, toutes ces données qui sont disponibles sur chacune et chacun d'entre nous. Et nous avons été une des premières institutions financières à prendre des positions très claires sur les données que les clients nous confient, pour dire que nous nous sentons gardiens, responsables de ces données, que nous sommes extrêmement vigilants quant à leur utilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un client nous dit « je voudrais savoir tout ce que vous savez sur moi », eh bien, qu'on puisse être en mesure de lui répondre. Ça veut dire aussi qu'on s'interdit formellement de vendre ces données à qui que ce soit à l'extérieur du groupe AXA. Et donc, il y a là une boussole éthique au-delà de toutes les réglementations. Et on sait que les réglementations sont très différentes d'un pays à l'autre. Ce matin, on a parlé de la CNIL en France. En général, les réglementations sont plus restrictives en Europe continentale que dans les pays anglo-saxons et de façon générale plus restrictives que dans les pays émergents. Et donc, au-delà de la réglementation qui a son rôle à jouer, il y a aussi la boussole éthique du management des compagnies d'assurance là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, révolution sur le plan de la distribution, révolution sur le plan du service, révolution sur le plan de la technique. Alors, j'illustre ça par 2 exemples. Un premier exemple qui est celui de l'application MonAXA, MyAXA en anglais, qui est l'application développée par le groupe AXA, qui est en cours de déploiement. Elle est déjà déployée dans les pays mûrs, elle est en cours de déploiement dans les pays émergents. Elle sera déployée d'ici la fin de l'année ici au Maroc. C'est l'application que tout client AXA aura sur son smartphone pour faire tout ce qui est là, pour déclarer un sinistre en ligne, pour demander une attestation d'assurance, pour mettre à jour des données personnelles, etc. C'est voilà, un exemple qui illustre la révolution du service, et puis un exemple qui illustre la révolution de la technique d'assurance, une application qui s'appelle YouDrive. Plus qu'une application, une offre qui s'appelle YouDrive. Le principe de YouDrive, il est simple. C'est une offre qui s'adresse aux populations jeunes, qui repose sur l'installation d'un petit boîtier sur le véhicule. Et ce petit boîtier va mesurer très précisément, pas des milliards de choses, va mesurer précisément 4 choses. Il va mesurer la manière dont vous accélérez. Est-ce que vous allez accélérer de manière brutale ou de manière progressive ? Il va mesurer la manière dont vous freinez. Est-ce que vous freinez de manière brusque ou vous freinez de manière soft? Il va mesurer la vitesse à laquelle vous vous engagez dans un virage. Et enfin, il va mesurer la vitesse d'ensemble et l'allure d'ensemble. Alors, je vous épargne la distinction entre la vitesse et l'allure. Voilà. Et à partir de ces données, il va calculer un score de conduite. Et ce score de conduite va permettre mensuellement d'ajuster la prime d'assurance. C'est-à-dire que la prime d'assurance qui est cotée au client est cotée comme étant un maximum. Et ensuite, au fur et à mesure que le score se déploie mois après mois,
la prime d'assurance qui va être appelée le mois suivant, car c'est un produit qui fonctionne avec une prime mensuelle d'assurance automobile, eh bien, va être ajustée à la baisse, et exclusivement à la baisse, en fonction du score de conduite. Voilà quelques exemples pour illustrer la révolution digitale. Alors Corneille, si tu permets, je voudrais terminer par une histoire client que j'ai très envie de partager avec vous aujourd'hui pour mettre en lumière tout le sujet dont on a parlé dans cette table ronde et dans les tables rondes précédentes. L'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est une histoire vraie. Je vous prouverai que c'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'un homme. Alors, il va falloir être patient parce que, enfin pas patient, mais il va falloir s'accrocher parce que ça commence de manière assez dramatique et ça se termine mieux à la fin. C'est l'histoire d'un homme, d'un client, AXA, qui a 40 ans, qui est marié, qui a une famille, qui est un chef d'entreprise. Et cet homme, un week-end du mois de juillet, il y a quelques années, est en train de faire du bricolage. Et pendant qu'il fait du bricolage, il se blesse. Une petite égratignure, vraiment rien de grave. Il se dit, c'est pas grave, il met un petit sparadrap. Puis le lendemain, il a 40 degrés de fièvre. Alors là, il dit, c'est bizarre. D'ailleurs, il ne fait pas le lien entre les 40 degrés de fièvre et l'égratignure qu'il a eue la veille. Il va voir son médecin qui lui dit, on est au mois de juillet, vous avez fait un coup de chaud, qui lui prescrit de l'aspirine. Et 48 heures après, cet homme tombe dans le coma. Il est évidemment transporté d'urgence à l'hôpital. Et là, on diagnostique une infection extrêmement rare, consécutive à cette égratignure, extrêmement rare et qui se transforme en septicémie foudroyante, de sorte qu'en 72 heures, la vie de cet homme est en danger. Et il est dans le coma. Et les médecins appellent sa femme, elle est à l'hôpital, ils demandent à la voir, ils lui disent « Écoutez, madame, on est désolé, voilà ce qui arrive à votre mari, c'est une bactérie extrêmement rare, mais extrêmement dangereuse. La vie de votre mari est en danger. La seule manière que nous avons de pouvoir sauver votre mari, parce que la septicémie est en train de progresser à une vitesse foudroyante, c'est malheureusement de lui couper les 4 membres, de lui couper les 2 bras et les 2 jambes. » Et voilà cette femme qui, moins d'une semaine avant, 4 jours avant, vivait une vie parfaitement normale, devant prendre cette décision, soit de laisser mourir son mari, soit d'accepter l'opération très lourde, comme vous l'imaginez, que lui proposent les médecins. Et elle dit, c'est bon, je veux sauver mon mari, et donc on va faire l'opération. Et donc l'opération a lieu, cet homme qui a une petite quarantaine d'années se voit donc amputé de ses 2 bras, de ses 2 jambes, et il suit une rééducation très longue, tout ceci prend 9 mois, et il finit par sortir de l'hôpital. Et à ce moment-là, une des premières choses qu'il fait, c'est écrire à son assureur. C'est pas un coup de pub que je vous fais, hein. C'est une histoire vraie, elle est trop grave pour être utilisée pour de la pub. Il écrit à son assureur, AXA, pour nous remercier. Pourquoi ? Parce que un mois, pas plus, avant ce tragique accident, il avait un rendez-vous avec son agent d'assurance qui lui a dit, vous savez, vous avez 40 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une famille, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vous devriez souscrire un produit qui s'appelle Garantie des accidents de la vie, nous l'appelons protection familiale, et il l'a souscrit avec en plus un capital important, parce que justement, il a une famille, il est chef d'entreprise, et donc ce capital lui a été versé et lui a permis de faire toute une série de choses, d'aménager son domicile, sa maison, la chambre était au 1er étage, elle est passée au rez-de-chaussée. Et puis c'est un homme très courageux, je l'ai rencontré personnellement, c'est un homme qui a des passions. Il a une passion qui est la course automobile. Et donc il s'est donné comme défi, en dépit de sa situation, de courir une course automobile très connue en France qui s'appelle les 24 heures du Mans. Et il l'a fait. Je vais vous donner son nom, comme ça vous vérifierez sur Google, vous le trouverez. Il s'appelle Fred Sausset, S-A-U-2-S-E-T. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Est-ce qu'une fois, dans ce que je viens de vous raconter, je vous ai parlé de digital ? Non. Et si je voulais terminer cette intervention en vous racontant cette histoire, c'est pour vous dire que bien souvent, on a le sentiment que le digital est une fin en soi. Non. Le digital, c'est un moyen.
La fin, c'est le cœur de notre métier, c'est ce qui fait la noblesse du métier de probablement la très grande majorité de celles et ceux qui sont dans cette salle, c'est-à-dire de protéger des femmes et des hommes contre des risques qui peuvent bouleverser leur vie. Et quel plus bel exemple que celui-là, celui dont je viens de vous donner, sur la noblesse du métier d'assureur, de protéger des femmes et des hommes et de leur tendre la main au moment où ils en ont le plus besoin. Merci de votre attention. Alors, si je ne me trompe pas, nous avons encore 30 minutes pour donner la parole à vous, les participants, afin de partager avec nous vos expériences, demander des questions. En attendant que les questions nous soient transmises, voilà, il y en a déjà quelques-uns. J'ai 2 questions à poser à nos participants, à nos intervenants, pardon. Je commence par Ricardo. Il n'a pas amené ses écouteurs pour la traduction. Alors, what are the competencies in terms of human resources which will be required in the companies of tomorrow? Are we going to have any more accountants? No, we have to have new competences like psychology and like sociologists in order to understand more people. And of course, we need the IT competences. But the marketing people has to have a very important role in the new insurance world. And of course, more the psychology applied to marketing, the neuromarketing, in order to understand how the psychology of people has to be applied to the marketing, and then to create the proper products and the proper consumer journey to all the consumers that we will have. And of course, we will need the IT tools, the ITC tools, the proper ITC tools, in order to manage all the data and to manage all of this knowledge. Thank you very much. Une question à Jade. Supposons que tous les assureurs d'un marché avaient des produits sur Internet, dans un marché. Puisque la proximité sera annulée, quelle sera la différenciation entre eux? Sera-t-elle la technique informatique, la convivialité du produit, ou alors les facteurs classiques comme le prix ou la solidité financière de l'assureur? Je crois que la réponse dépend du type de produit. Il y a des produits courts et des produits longs. Sur les produits longs, qui sont des produits d'épargne, de retraite, de prévoyance, je pense que la solidité de l'assureur est un élément très important. Parce que quand on confie son épargne à une institution pour sa retraite, on a envie que cette institution soit toujours là dans 15, 20 ou 25 ans. Sur les autres produits, je crois que c'est vraiment la qualité du service qui va faire la différence. Alors c'est très banal de dire ça, mais moi je ne crois pas à la relation assuré-assureur complètement déshumanisé. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure, que ce soit sur le plan de la distribution, sur le plan du service au client. Quand il y a assurance, il y a un moment où il y a un sinistre. Le sinistre, il faut intervenir quelque part. Il faut que la voiture qui est immobilisée au bord d'une route, elle soit rapidement dépannée. Il faut que si la maison brûle, rapidement, il y ait quelqu'un qui vienne évaluer les dommages et puis qui accompagne surtout, qui accompagne le client dans la reconstruction de sa maison ou de sa vie, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc je crois que ce qui fera la différence, c'est vraiment la qualité de l'expérience que le client, et notamment au moment où il faut délivrer la promesse, eh bien, la qualité de cette expérience qu'il va vivre avec la compagnie. Merci beaucoup. Il y a une question sur le blockchain, mais qui n'est pas assez claire. AXA investit 55 millions d'euros dans la technique blockchain. Est-il un début de recherche de nouvelles applications ou alors seulement pour le côté moyen de paiement?
Alors, passe la question. merci. Je dois dire que je ne suis pas un spécialiste de la technologie blockchain, mais à la manière dont la question est posée, non, il ne s'agit pas seulement de regarder les impacts de la technologie blockchain sur le paiement, c'est-à-dire sur la phase très aval de la relation entre l'assureur et l'assuré. Il s'agit bien d'apprécier l'impact de la technologie blockchain sur l'ensemble de la chaîne de l'assurance. Si tu permets, Corneille, il y avait une autre question juste avant qui portait sur les serious games. Y a-t-il un retour d'expérience sur l'utilisation des serious games? Donc oui, je peux vous en donner un, car dans AXA France, qui est l'entité dans laquelle je travaillais avant de prendre la responsabilité de nos activités au Moyen-Orient, en Afrique, nous avons été un des premiers assureurs à lancer un serious game. Alors qu'est-ce que c'est un serious game? C'est un outil de formation pour les collaboratrices, les collaborateurs de l'entreprise, et c'est un outil de formation digitale sous forme de jeu. Et je vous disais tout à l'heure que la révolution digitale bouleverse les savoir-faire que nos collaboratrices et nos collaborateurs doivent avoir. Et nous avons utilisé cela pour le Serious Game, pour sensibiliser nos collaboratrices et nos collaborateurs. C'est un jeu qui était ouvert à tous les 15 000 collaborateurs d'AXA en France pour leur sensibiliser sur la relation client, la manière d'être à l'écoute d'un client, la manière de lui parler en fonction rien que des mots qu'on utilise. Si on utilise des mots qu'il ne comprend pas, on est déjà à côté de sa demande. Donc c'est un outil extrêmement puissant, le Serious Game, pour sensibiliser les collaboratrices et les collaborateurs à l'importance de la relation client. Merci beaucoup. You want to add something? We are having in our Mexican Association of Insurance Companies an initiative in order to provide, since the association, because we have now a new unit to provide IT services to all the companies in the market, and we are developing a new blockchain application for our associated companies. Thank you very much. Alors, une question sur la tarification sélective. Est-elle éthique ou non? Est-il juste de compartimenter les portefeuilles et vendre un produit pour les femmes seulement parce qu'elles sont plus prudentes dans la conduite automobile? Est-il socialement juste? La ségrégation des portefeuilles qui peut causer des problèmes sociologiques. Bon, je peux répondre. Alors moi j'ai une conviction, c'est que la réponse est oui. Lorsqu'on est un assureur, on prend un risque. Et avec ce risque que l'on prend, on accompagne ce risque d'un tarif. Il faut que ce tarif soit le plus adapté au risque que l'on souscrit. Bien entendu, un jeune a moins d'expérience, un jeune conducteur a moins d'expérience quand il conduit une voiture que quelqu'un qui a conduit depuis 15 ou 20 ans. La probabilité qu'il ait un accident est donc supérieure. Et donc, il est normal que son tarif soit plus élevé. D'ailleurs, si son tarif n'est pas plus élevé, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les clients dont le profil est moins risqué qui vont payer la différence. Et comme ils vont être confrontés à la concurrence, ils vont s'apercevoir qu'ils vont avoir un meilleur prix ailleurs, chez un autre assureur qui est capable de mieux apprécier le risque. Donc, la mutualisation, c'est bien le cœur de l'assurance, c'est-à-dire de mettre dans un pot commun les primes de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de clients pour faire face à un coup dur, mais cette mutualisation doit se faire à l'intérieur d'une population la plus homogène possible pour que le prix payé soit le prix le plus juste. Alors, c'est compliqué. Allez-y. I think that it should be more depending not specifically in the sex or maybe the age of the people. Should be in terms of their behavior and their all the data and what was happening with this specific driver in the past, and then we can put a tariff or define a tariff depending on this past experience. I think that the huge challenge can be more in the case of the genomics, the knowledge and the data that comes from the genomic chain of the specific persons. If a company
should know or not know this information and what to do with this information. Some people say that if both parts has the same information and maybe the customer wants to be that this information be used by the company, can be ethical to use this information. For example, if a person has the tendency, the trend to acquire cancer, maybe they can have a prevention chirurgy in order to avoid future harmless and future expenses and, of course, a health risk. Then I think that this is a big challenge for all of us. C'est vraiment un défi. Comme les assureurs à vie nous demandent, lors de la souscription, ils nous demandent de connaître quelles sont les maladies qui ont emporté nos parents, afin de prédire notre profil de risque. Je crois que bientôt, les sites que vous visitez seront une grande indication. Donc, évitez à cliquer à n'importe quoi sur Internet, car il y a des gens derrière qui vous surveillent. D'accord. Alors, en tant que réassureur, comment peut-on gagner ce défi de digitalisation? Alors, je vais essayer de répondre à cette question en tant que réassureur sur ce panel. Alors, la digitalisation, comme cela a été expliqué, notamment dans la présentation de Ricardo, va affecter toute notre vie, complètement toute notre vie. Déjà, dans notre société, nous avons 20 informaticiens. Il y a 5 ans, je me disais que ce nombre est trop élevé et nous avions mis en place un programme de les réformer pour les orienter dans d'autres métiers à l'intérieur de la société. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je me dis qu'il me faut encore plus d'informaticiens. Alors, voilà, donc, pour dire que la réassurance aussi est affectée, ne fût-ce que dans la comptabilité, prenons les métiers les plus simples. Dans la comptabilité, si le blockchain devient une réalité, alors il y aura beaucoup de choses qui ne vont plus être faites par les hommes, dont la réconciliation des comptes et les communications avec les clients et beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est un impact important. Mais le côté big data, analytics, connaître les produits, connaître les risques, pour mieux les tarifer, pour se battre sur les marges et offrir un prix compétitif, là, c'est un impact important. L'autre impact sera sur la diminution des coûts, tous les coûts. Donc, je vais à l'extrême. Dans les scénarios, on aura un personal assistant qui est un robot. Un robot, ça ne coûte pas beaucoup, probablement. Aujourd'hui, ça coûte un peu plus, mais dans le futur, ça coûtera un peu moins. Et il y a moyen à 99%, d'apprendre à un robot tout ce qu'un personal assistant connaît. Notamment toutes les questions qui sont posées, par exemple, au secrétaire de la direction générale. Toutes les questions, donc, elle ne dépasse pas 10 000. Oh, le robot peut apprendre, je ne sais pas combien de questions, des milliers et des milliers. Donc, ce sont des cas pratiques qui vont nous affecter sur la réduction des coûts. Alors, il nous reste 10 minutes. Nous avons encore du temps pour les questions et les commentaires. Mais en attendant, en Afrique du Sud, il y a une société qui a un produit pour les femmes seulement. Les hommes ne sont pas invités. Et leur portefeuille croît énormément. Je me demande s'il y aura un produit qui nous différencierait sur la façon dont nous sommes nés. Par exemple, je ne sais pas si la taille est une prédication sur la façon dont tu vas vieillir. On aura une ségrégation pour les gens de grande taille, les gens de petite taille, etc. Donc, il y aura des bouleversements énormes. Il y a aussi l'assurance tribale. Les gens qui ont des affinités comme une église ou alors
une tribu ou une langue, cela aussi peut faire une différence dans le marketing, dans la distribution notamment. Voilà, et il y a l'assurance, l'auto-assurance, qui est aussi un point, donc un trend à suivre, l'auto-assurance, où les gens se mettent ensemble pour s'auto-assurer. Voilà. Alors, une question sur la réglementation ou la régulation. Quels sont les problèmes pratiques qu'un assureur peut rencontrer s'il veut être 100% digital? Est-ce que ces produits, par exemple, sont-ils acceptés, sont-ils agréés rapidement? Comment faut-il ceux qui ont passé au travers de cette expérience? Alors, il est clair que l'impact de la réglementation sur le métier d'assurance en général est très important, et notamment sur la distribution d'assurance. Donc, il y a des pays dans lesquels la possibilité de distribuer un produit d'assurance sur le net existe et des produits où ça n'est pas prévu par la réglementation. Nous avons le sentiment que, nonobstant la dimension conseil qui est très importante dans le métier d'assurance, qu'il faut que les clients quand même puissent, ceux qui le souhaitent, puissent souscrire en ligne si c'est ça qu'ils veulent faire. Et donc, effectivement, le sens de l'histoire pour la réglementation, c'est quand même d'ouvrir la distribution de produits d'assurance, y compris à travers des canaux 100% digitaux. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet de la réglementation. Ça va aussi, mais ça n'est pas spécifique à l'assurance, avec la possibilité de payer en ligne. Il y a des pays où tout simplement on ne peut pas encore payer en ligne. Être capable de payer en ligne, ça fait partie aussi des évolutions, j'ai envie de dire, saines de la réglementation. Yes, and many thanks for the question, because it leaves me a little bit more time to go in a deeper manner in my presentation, my issue with regard of regulation. In the part of distribution channels, it is very important that the big challenge for the regulator is to be open to permit and to allow the development of all the digital transformation and the use of those channels by the insurance companies, by the startups that are working for insurance companies as distributors. I think that the regulators has a huge channel also, as we as insurers have, because they have to be open to the regulation. And this is the reason why in the case of countries that are low regulated in one hand, and on the other hand, countries that doesn't have more formal channels of distribution like brokers or individual agents, has been developing in a more rapid manner those digital channels, and this is the way in which they are accessing to the consumers. Then the regulators has to allow and to transform the regulation in order to permit these new channels. And on the other hand, as I said, if the insurtechs are carriers of insurance, we need a global regulation, because if one country has a thought regulation for an insurtech that is not specifically an insurance company, and it is a carrier of insurance, it is a Uber of insurance, then we can face a competence with a different of skills and with a difference in rules. And on the other hand, the consumer will not be well protected in this way. And if we have one or several countries that do see that properly, but so many other countries are not doing that properly, we will face very important problems. And one part that means a huge challenge for us is the peer-to-peer initiatives, because this peer-to-peer can be in the middle of a formal insurance company and outside of this company. Then we need to have
a proper regulation and a proper supervision on those peer-to-peer initiatives. Thank you very much. Alors, pour terminer, je voudrais donner l'occasion à nos intervenants de jouer au jeu des prédictions. Où est-ce que vous voyez l'assurance dans 10 ans? Dans 10 ans, combien de sociétés vont disparaître et qui sera le survivant? Parce que si je me pose la question des petites sociétés qui n'ont pas de moyens d'investir dans ces outils et qui n'ont pas les moyens de développer ces produits, qu'en est-il, qu'en sera-t-il? Prêtez-vous à ce jeu d'ici 10 ans. Écoutez, je vais me prêter à ce jeu. Je crois qu'il y a d'abord une question qui est fondamentale pour le métier d'assureur, c'est dans quelle mesure le dérèglement climatique va s'accélérer ou pas. Parce qu'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que s'il continue de s'accélérer, si la température sur la planète augmente de plus de 2 degrés, qui est l'engagement de la conférence de Paris 21, confirmé ici même au Maroc, avec la conférence des parties, 21, confirmée par la COP22 ici au Maroc, c'est que le monde ne sera plus du tout assurable. Et donc il n'y aura plus du tout d'assurance, parce que tous les fonds propres de toutes les compagnies d'assurance dans le monde ne suffiront pas à faire face à l'ensemble des catastrophes naturelles qui arriveront. Alors si je mets de côté ce scénario noir, je crois qu'en effet, le secteur de l'assurance va quand même continuer à se consolider parce qu'on sent bien que les risques sont de plus en plus importants, qu'il y a de nouveaux risques qui émergent, les cyber-risques, on en a parlé ce matin, les risques naturels, les catastrophes naturelles augmentent en fréquence et en sévérité. Et donc je crois que les fonds propres nécessaires pour exercer ce métier proprement vont être de plus en plus importants. Voilà mon hypothèse. Merci beaucoup. As I said in my presentation, and this is serious, this is for real, in the next 7 years, not maybe 10 or perhaps in 5 years, the insurance business will change more than the last century. And we have to be prepared. We have to be prepared to do that. This is for real. And we have the macro trends. We have the new risks that we should insure, the natural hazards, the cyber risk, and the new necessities, and of course to prepare proper products for pension, for retirement. We have to have proper products for health and to have the possibility that people can access to our products. And on the other hand, all the companies has to have the digital strategy. If the companies are not going with a digital strategy, I am sure that they will die. Wow. Donc voilà, on ne pouvait pas mieux terminer. Je ne sais pas si vous avez bien suivi que dans 5 ans ou 7 ans, l'industrie des assurances subira des changements profonds plus que ce qu'elle a subi dans le dernier siècle. Donc, ça fait peur à certains. Et à d'autres, ça donne de l'espoir. Donc, il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention et à remercier nos intervenants, à Xavier qui est parti à l'aéroport prendre son vol et à Ricardo qui nous vient du Mexique. Merci beaucoup pour vos efforts et votre contribution. Et à Jad aussi, merci beaucoup pour votre expérience que vous avez dû partager avec nous. Et bon après-midi et bonne soirée.